Chapitre 4 Système 36. Quand les phénomènes étranges du spiritisme ont commencé à se produire, ou pour mieux dire se sont renouvelés dans ces derniers temps, le premier sentiment qu'ils ont excité a été celui du doute sur leur réalité même, et encore plus sur leur cause. Lorsqu'ils ont été avérés par des témoignages irrécusables et par les expériences que chacun a pu faire, il est arrivé que chacun les a interprétés à sa manière, selon ses idées personnelles, ses croyances ou ses préventions. De là, plusieurs systèmes qu'une observation plus attentive devait réduire à leur juste valeur. Les adversaires du spiritisme ont cru trouver un argument dans cette divergence d'opinion en disant que les spirites eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. C'était une bien pauvre raison, si l'on réfléchit que les pas de toute science naissante sont nécessairement incertains, jusqu'à ce que le temps ait permis de rassembler et de coordonner les faits qui peuvent asseoir l'opinion. À mesure que les faits se complètent et sont mieux observés, les idées prématurées s'effacent et l'unité s'établit, du moins sur les points fondamentaux, si ce n'est dans tous les détails. C'est ce qui a eu lieu pour le spiritisme. Il ne pouvait échapper à la loi commune et devait même, par sa nature, se prêter plus que toute autre chose à la diversité des interprétations. On peut même dire qu'à cet égard, il a été plus vite que d'autres sciences ses aînés. La médecine, par exemple, qui divise encore les plus grands savants. 37. Dans l'ordre méthodique, pour suivre la marche progressive des idées, il convient de placer en tête ceux qu'on peut appeler systèmes de la négation, c'est-à-dire ceux des adversaires du spiritisme. Nous avons réfuté leurs objections dans l'introduction et dans la conclusion du livre des esprits, ainsi que dans le petit ouvrage intitulé « Qu'est-ce que le spiritisme ?» Il serait superflu d'y revenir ici. Nous nous bornerons à rappeler en 2 mots les motifs sur lesquels ils se fondent. Les phénomènes spirites sont de 2 sortes, les effets physiques et les effets intelligents. N'admettant pas l'existence des esprits, par la raison qu'ils n'admettent rien en dehors de la matière, on conçoit qu'ils nient les effets intelligents. Quant aux effets physiques, ils les commentent à leur point de vue, et leurs arguments peuvent se résumer dans les 4 systèmes suivants. 38. Système de charlatanisme. Parmi les antagonistes, beaucoup attribuent ces effets à la supercherie, par la raison que quelques-uns ont pu être imités. Cette supposition transformerait tous les spirites en dupes, et tous les médiums en faiseurs de dupes, sans égard pour la position, le caractère, le savoir et l'honorabilité des personnes. Si elles méritaient une réponse, nous dirions que certains phénomènes de la physique sont aussi imités par les prestidigitateurs, et que cela ne prouve rien contre la véritable science. Il est d'ailleurs des personnes dont le caractère écarte tout soupçon de fraude, et il faut être dépourvu de tout savoir-vivre et de toute urbanité pour oser venir leur dire en face qu'elles sont complices de charlatanisme. Dans un salon très respectable, un monsieur, soi-disant bien élevé, s'étant permis une réflexion de cette nature, la dame de la maison lui dit « Monsieur, puisque vous n'êtes pas content, on vous rendra votre argent à la porte. » Et d'un geste lui fit comprendre ce qu'il avait de mieux à faire. Est-ce à dire pour cela que jamais il n'y eut d'abus? Il faudrait, pour le croire, admettre que les hommes sont parfaits. On abuse de tout, même des choses les plus saintes. Pourquoi n'abuserait-on pas du spiritisme? Mais le mauvais usage qu'on peut faire d'une chose ne peut rien faire préjuger contre la chose elle-même. Le contrôle qu'on peut avoir touchant la bonne foi des gens est dans les motifs qui les font agir. Où il n'y a pas spéculation, le charlatanisme n'a rien à faire. 39. Système de la folie. Quelques-uns, par condescendance, veulent bien écarter le soupçon de supercherie, et prétendent que ceux qui ne font pas des dupes sont dupes eux-mêmes, ce qui revient à dire qu'ils sont des imbéciles.
Quand les incrédules y mettent moins de forme, ils disent tout simplement qu'on est fou, s'attribuant ainsi, sans façon, le privilège du bon sens. C'est là le grand argument de ceux qui n'ont point de bonnes raisons à opposer. Du reste, ce mode d'attaque est devenu ridicule à force de banalité, et ne mérite pas qu'on perde son temps à le réfuter. Les spirites, d'ailleurs, ne s'en émeuvent guère, ils prennent bravement leur parti, et se consolent en songeant qu'ils ont pour compagnons d'infortune assez de gens dont le mérite ne saurait être contesté. Il faut en effet convenir que cette folie, si folie il y a un bien singulier caractère. C'est qu'elle atteint de préférence la classe éclairée, parmi laquelle le spiritisme compte jusqu'à présent l'immense majorité de ses adeptes. Si, dans le nombre, on rencontre quelques excentricités, elles ne prouvent pas plus contre cette doctrine que les fous religieux ne prouvent contre la religion. Les fous mélomanes contre la musique, les fous mathématiciens contre les mathématiques, toutes les idées ont trouvé des fanatiques exagérés, et il faudrait être doué d'un jugement bien obtus pour confondre l'exagération d'une chose avec la chose elle-même. Nous renvoyons pour plus amples explications sur ce sujet à notre brochure « Qu'est-ce que le spiritisme ?» au livre des esprits, introduction, paragraphe 15. 40. Système de l'hallucination. Une autre opinion moins offensante, en ce qu'elle a une petite couleur scientifique, consiste à mettre les phénomènes sur le compte de l'illusion des sens. Ainsi, l'observateur serait de très bonne foi. Seulement, il croirait voir ce qu'il ne voit pas. Quand il voit une table se soulever et se maintenir dans l'espace sans point d'appui, la table n'aurait pas bougé de place. Il la voit en l'air, par une sorte de mirage ou un effet de réfraction, comme celui qui fait voir un astre, ou un objet dans l'eau, hors de sa position réelle. Cela serait possible à la rigueur. Mais ceux qui ont été témoins de ce phénomène ont pu constater l'isolement en passant sous la table suspendue, ce qui paraît difficile si elle n'a pas quitté le sol. D'un autre côté, il est arrivé maintes fois que la table s'est brisée en tombant. Dira-t-on aussi que ce n'est là qu'un effet d'optique? Une cause physiologique bien connue peut, sans doute, faire qu'on croit voir tourner une chose qui ne bouge pas, ou qu'on croit tourner soi-même quand on est immobile. Mais quand plusieurs personnes autour d'une table sont entraînées par un mouvement si rapide qu'elles ont de la peine à le suivre, que quelques-unes sont parfois jetées par terre, dira-t-on que toutes sont prises de vertige, comme l'ivrogne qui croit voir passer sa maison devant lui. 41. Système du muscle craqueur. S'il en était ainsi pour la vue, il ne saurait en être de même pour l'ouïe. Et quand des coups frappés sont entendus par toute une assemblée, on ne peut raisonnablement les attribuer à une illusion. Nous écartons bien entendu toute idée de fraude, et nous supposons qu'une observation attentive a constaté qu'ils ne sont dus à aucune cause fortuite ou matérielle. Il est vrai qu'un savant médecin en a donné une explication péremptoire. Ouvrez la parenthèse, Monsieur Jobert, de Lamballe. Pour être juste, il faut dire que cette découverte est due à Monsieur Schiff. Monsieur Jobert en a développé les conséquences devant l'Académie de médecins pour donner le coup de massue aux esprits frappeurs. On trouvera tous les détails dans la revue Spirit du mois de juin 1859. Fermez la parenthèse. Selon lui, la cause en est, dit-il, dans les contractions volontaires ou involontaires du tendon du muscle court péronnier. Il entre à ce sujet dans les détails anatomiques les plus complets pour démontrer par quel mécanisme ce tendon peut produire ces bruits, imiter les batteries du tambour et même exécuter des airs rythmés. D'où il conclut que ceux qui croient entendre frapper des coups dans une table sont dupes ou d'une mystification ou d'une illusion. Le fait n'est pas nouveau en lui-même. Malheureusement pour l'auteur de cette prétendue découverte, sa théorie ne peut rendre raison de tous les cas.
Disons d'abord que ceux qui jouissent de la singulière faculté de faire craquer à volonté leurs muscles courts péronniers, ou tout autre, et de jouer des airs par ce moyen, sont des sujets exceptionnels, tandis que celle de faire frapper les tables est très commune, et que ceux qui possèdent celle-ci ne jouissent pas tous, à beaucoup près, de la première. En second lieu, le savant docteur a oublié d'expliquer comment le craquement musculaire d'une personne immobile et isolée de la table peut y produire des vibrations sensibles au toucher. Comment ce bruit peut se répercuter à la volonté des assistants dans les différentes parties de la table, dans les autres meubles, contre les murs, au plafond, etc. Comment, enfin, l'action de ce muscle peut s'étendre à une table qu'on ne touche pas, et la faire mouvoir. Cette explication, du reste, si c'en était une, n'infirmerait que le phénomène des coups frappés, mais ne peut concerner tous les autres modes de communication. Concluons-en qu'il a jugé sans avoir vu, ou sans avoir tout vu, et bien vu. Il est toujours regrettable que des hommes de science se hâtent de donner, sur ce qu'ils ne connaissent pas, des explications que les faits peuvent démentir. Leur savoir même devrait les rendre d'autant plus circonspects dans leur jugement, qu'ils reculent pour eux les bornes de l'inconnu. 42. Système des causes physiques. Ici, nous sortons du système de la négation absolue. La réalité des phénomènes étant avérée, la première pensée qui est naturellement venue à l'esprit de ceux qui les ont reconnus a été d'attribuer les mouvements au magnétisme, à l'électricité ou à l'action d'un fluide quelconque, en un mot, à une cause toute physique et matérielle. Cette opinion n'avait rien d'irrationnel, et elle aurait prévalu si le phénomène se fût borné à des effets purement mécaniques. Une circonstance même semblait la corroborer. C'était, dans certains cas, l'accroissement de la puissance en raison du nombre des personnes. Chacune d'elles pouvait ainsi être considérée comme un des éléments d'une pile électrique humaine. Ce qui caractérise une théorie vraie, nous l'avons dit, c'est de pouvoir rendre raison de tout. Mais si un seul fait vient la contredire, c'est qu'elle est fausse, incomplète ou trop absolue. Or, c'est ce qui n'a pas tardé d'arriver ici. Ces mouvements ont donné des signes intelligents en obéissant à la volonté et en répondant à la pensée. Ils devaient donc avoir une cause intelligente. Dès lors que les faits cessaient d'être purement physiques, la cause, par cela même, devait avoir une autre source. Aussi le système de l'action exclusive d'un agent matériel a-t-il été abandonné et ne se retrouve que chez ceux qui jugent a priori et sans avoir vu. Le point capital est donc de constater l'action intelligente, et c'est ce dont peut se convaincre quiconque veut se donner la peine d'observer. 43. Système du reflet. L'action intelligente une fois reconnue, il restait à savoir quelle était la source de cette intelligence. On a pensé que ce pouvait être celle du médium ou des assistants, qui se réfléchissaient comme la lumière ou les rayons sonores. Cela était possible. L'expérience seule pouvait dire son dernier mot. Mais d'abord, remarquons que ce système s'écarte déjà complètement de l'idée purement matérialiste. Pour que l'intelligence des assistants puisse se reproduire par voie indirecte, il fallait admettre, en l'homme, un principe en dehors de l'organisme. Si la pensée exprimée avait toujours été celle des assistants, la théorie de la réflexion eût été confirmée. Or, le phénomène, même réduit à cette proportion, n'était-il pas du plus haut intérêt? La pensée se répercutant dans un corps inerte et se traduisant par le mouvement et le bruit, n'était-ce pas une chose bien remarquable? N'y avait-il pas là de quoi piquer la curiosité des savants? Pourquoi donc l'ont-ils dédaigné, eux qui s'épuisent à la recherche d'une fibre nerveuse? L'expérience seule, disons-nous, pouvait donner tort ou raison à cette théorie, et l'expérience lui a donné tort, car elle démontre à chaque instant et par les faits les plus positifs que la pensée exprimée peut être non seulement étrangère à celle des assistants,
mais que souvent elle y est entièrement contraire, qu'elle vient contredire toutes les idées préconçues, déjouer toutes les prévisions. En effet, quand je pense blanc et qu'il m'est répondu noir, il m'est difficile de croire que la réponse vienne de moi. On s'appuie sur quelques cas d'identité entre la pensée exprimée et celle des assistants. Mais qu'est-ce que cela prouve? Sinon que les assistants peuvent penser comme l'intelligence qui se communique. Il n'est pas dit qu'ils doivent toujours être d'opinion opposée. Lorsque, dans la conversation, l'interlocuteur émet une pensée analogue à la vôtre, direz-vous pour cela qu'elle vienne de vous? Il suffit de quelques exemples contraires bien constatés pour prouver que cette théorie ne peut être absolue. Comment d'ailleurs expliquer par la réflexion de la pensée l'écriture produite par des personnes qui ne savent pas écrire, les réponses de la plus haute portée philosophique obtenues par des personnes illettrées, celles qui sont données à des questions mentales ou dans une langue inconnue du médium, et mille autres faits qui ne peuvent laisser de doute sur l'indépendance de l'intelligence qui se manifeste. L'opinion contraire ne peut être que le résultat d'un défaut d'observation. Si la présence d'une intelligence étrangère est prouvée moralement par la nature des réponses, elle l'est matériellement par le fait de l'écriture directe, c'est-à-dire de l'écriture obtenue spontanément, sans plume ni crayon, sans contact, et nonobstant toutes les précautions prises pour se garantir de tout subterfuge. Le caractère intelligent du phénomène ne saurait être révoqué en doute. Donc, il y a autre chose qu'une action fluidique. Ensuite, la spontanéité de la pensée exprimée en dehors de toute attente, de toute question proposée, ne permet pas d'y voir un reflet de celle des assistants. Le système du reflet est assez désobligeant dans certains cas. Quand, dans une réunion de personnes honnêtes, survient inopinément une de ces communications révoltantes de grossièreté. Ce serait faire un fort mauvais compliment aux assistants de prétendre qu'elle provient de l'un d'eux, et il est probable que chacun s'empresserait de la répudier. Entre parenthèses, voyez Livre des Esprits, Introduction, paragraphe 16, fermez la parenthèse. 44. Système de l'âme collective. C'est une variante du précédent. Selon ce système, l'âme seule du médium se manifeste, mais elle s'identifie avec celle de plusieurs autres vivants présents ou absents, et forme un tout collectif, réunissant les aptitudes, l'intelligence et les connaissances de chacun. Quoique la brochure où cette théorie est exposée soit intitulée « La lumière », ouvrez la parenthèse, communion, la lumière du phénomène de l'esprit, table parlante, somnambule, médium, miracle, magnétisme spirituel, puissance de la pratique de la foi, par Emma Tirpsé, une âme collective écrivant par l'intermédiaire d'une planchette. Bruxelles 1858, chez De Vroij. Fermez la parenthèse. Elle nous a semblé d'un style très obscur. Nous avouons l'avoir peu comprise et nous n'en parlons que pour mémoire. C'est d'ailleurs, comme beaucoup d'autres, une opinion individuelle qui a fait peu de prosélytes. Le nom d'Emma Tirpsé est celui que prend l'auteur pour désigner l'être collectif qu'il représente. Il prend pour épigraphe « Il n'est rien de caché qui ne doive être connu ». Cette proposition est évidemment fausse, car il est une foule de choses que l'homme ne peut pas et ne doit pas savoir. Bien présomptueux serait celui qui prétendrait pénétrer tous les secrets de Dieu. 45. Système somnambulique. Celui-ci a eu plus de partisans et en compte même encore quelques-uns. Comme le précédent, il admet que toutes les communications intelligentes ont leur source dans l'âme ou esprit du médium. Mais, pour expliquer son aptitude à traiter des sujets en dehors de ses connaissances, au lieu de supposer en lui une âme multiple, il attribue cette aptitude à une surexcitation momentanée des facultés mentales, à une sorte d'état somnambulique ou extatique qui exalte et développe son intelligence. On ne peut nier, dans certains cas,
l'influence de cette cause. Mais il suffit d'avoir vu opérer la plupart des médiums pour se convaincre qu'elle ne peut résoudre tous les faits et qu'elle forme l'exception et non la règle. On pourrait croire qu'il en est ainsi si le médium avait toujours l'air d'un inspiré ou d'un extatique, apparence qu'il pourrait d'ailleurs parfaitement simuler s'il voulait jouer la comédie. Mais comment croire à l'inspiration quand le médium écrit comme une machine, sans avoir la moindre conscience de ce qu'il obtient, sans la moindre émotion, sans s'occuper de ce qu'il fait, et tout en regardant ailleurs, riant et causant de choses et d'autres? On conçoit la surexcitation des idées, mais on ne comprend pas qu'elle puisse faire écrire celui qui ne sait pas écrire. Et encore moins quand les communications sont transmises par des coups frappés ou à l'aide d'une planchette ou d'une corbeille. Nous verrons dans la suite de cet ouvrage la part qu'il faut faire à l'influence des idées du médium. Mais les faits où l'intelligence étrangère se révèle par des signes incontestables sont si nombreux et si évidents qu'ils ne peuvent laisser de doute à cet égard. Le tort de la plupart des systèmes éclos à l'origine du spiritisme est d'avoir tiré des conclusions générales de quelques faits isolés.